Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Andréane Tardif, je suis spécialiste pour l'engagement et le soutien des personnes avec expérience vécue pour l'équipe canadienne de cœur et AVC et je serai la modératrice pour toute la durée du webinaire. C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire dans le cadre du mois de l'AVC qui s'intitule « L'évolution des soins virtuels dans le continuum des soins de l'AVC » qui fait partie de la série de webinaires de Cœur et AVC sur l'application des connaissances pour les professionnels de la santé. J'aimerais d'abord débuter par reconnaître le territoire sur lequel nous nous rassemblons aujourd'hui, ici à Montréal. Il s'agit du territoire traditionnel non cédé de la nation Mohawk. Ce rassemblement reflète un engagement commun envers l'équité et l'équité en santé en particulier. Je vous encourage donc à y réfléchir sur ce que cela signifie pour vous dans votre travail et dans l'ensemble de votre vie, et cela d'un océan à l'autre. Avant de vous présenter vos conférenciers, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques telles qu'indiquées dans la diapositive suivante. Vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou de vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section questions. Une fois que les conférenciers auront terminé la présentation, je pourrai vous les poser là à tout le monde. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte à droite sur votre écran tout au long de la séance. J'aimerais simplement vous mentionner de vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit à la formation via la plateforme GoToWebinar. Ceci nous permet d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour réécouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, ainsi qu'un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions qui vous donnera accès ensuite à un certificat de participation. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. D'abord, j'aimerais vous mentionner que les lignes directrices sur la prévention secondaire ont été publiées en pré-impression dans le journal scientifique Journal of Neurological Sciences. Vous recevrez un communiqué sous peu. Restez à l'affût. Allons-y maintenant avec le webinaire. Nous sommes très heureux de vous présenter l'évolution des soins virtuels dans le continuum des soins de l'AVC. La santé virtuelle, c'est un terme général qui englobe toutes les façons dont les dispensateurs de soins de santé interagissent à distance avec leurs patients sans contact direct. Nous aurons l'occasion de discuter du contexte actuel de la pandémie, des défis liés aux soins de l'AVC et des outils virtuels utilisés dans l'ensemble du continuum de soins. Nous verrons aussi comment le programme communautaire La vie après un AVC s'est adapté en mode virtuel, les leçons apprises et l'expérience d'une personne ayant suivi le programme. De plus, nous sommes heureux d'annoncer que depuis le 10 mai dernier, nous avons conclu un nouveau partenariat avec la Marche des 10 sous du Canada afin d'améliorer les résultats en santé des personnes vivant avec les séquelles d'un AVC et soutenir leurs proches. Il est d'ailleurs prévu de consolider les ressources sur le terrain pour offrir du soutien de haute qualité aux personnes ayant subi un AVC. Finalement, nous présenterons également des conseils pratiques, des outils et des stratégies de mise en œuvre des soins virtuels. Nous discuterons tout au long du webinaire avec Stéphanie Cloutier, qui est une personne avec une expérience vécue de la maladie, Camille Laforêt, qui est une animatrice du programme La vie après un AVC, et Dr Véronique Dubuc, qui est neurologue. Merci à nos conférencières d'aujourd'hui qui prennent le temps dans le cadre de nos fonctions et activités pour se libérer. Maintenant, j'aimerais aborder un peu plus en détail le programme La vie après un AVC. Je dirais en fait un survol avant de commencer avec notre première conférencière. Donc, en quelques mots, les composantes principales du programme La vie après un AVC sont les suivantes. Ce dernier est un programme communautaire de soutien et d'éducation destiné aux survivants de l'AVC et à leurs aidants pour le bénéfice des participants. Il répond aux objectifs suivants. Comprendre l'AVC, améliorer la qualité de vie, réduire les risques de récidive, participer activement à leur établissement en adoptant de saines habitudes de vie, identifier les ressources communautaires locales, apporter le soutien par les pairs et pratiquer des méthodes de résolution de problèmes et établir des objectifs hebdomadaires.
Le programme est animé en duo par un professionnel de la santé et un survivant de l'AVC. De plus, ce dernier permet aux participants de reprendre confiance afin de surmonter les défis associés à la vie après un AVC et de rencontrer d'autres personnes qui vivent une situation similaire. Le programme La vie après un AVC existe au Québec depuis 2014 et il a été reconnu et intégré au plan d'action du ministère de la Santé en 2017, en plus de faire partie du continuum de soins de l'AVC. Avant la pandémie, le programme était en voie d'être implanté dans 19 des 22 CCCIUS du Québec. Depuis mars 2020, ce dernier a été offert virtuellement dans 8 CCCIUS différents afin de maintenir l'offre de services pour la clientèle AVC, en collaboration aussi avec des organismes communautaires locaux. À l'automne 2021, il sera offert dans 3 nouveaux CCCIUS du Québec. Sans plus tarder, nous allons maintenant introduire à tour de rôle les conférencières. Je vous présente maintenant votre première conférencière, Camille Laforêt, qui est une des animatrices du programme La vie après un AVC à Québec. Camille Laforêt est titulaire d'un baccalauréat en orientation de la cohorte 2017 et elle a quitté le Canada pour voyager après son diplôme. Actuellement, elle est agente aux familles pour l'organisme ARTER, un organisme de soutien à l'accident vasculaire cérébral et aux personnes aphasiques à Québec, dans la région de la Capitale-Nationale. Elle est aussi animatrice du programme La vie après un AVC. À vous, Madame Laforêt. Oui, donc merci pour la présentation. Effectivement, là, je suis agente aux familles depuis mars 2021 pour l'organisme ARTER. Si on peut changer la diapositive. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Si je peux commencer là, par un bref aperçu de notre organisme. Donc, on est un organisme de soutien là, à l'AVC et aux personnes aphasiques. Donc, la clientèle desservie est une clientèle AVC, toutes limitations confondues, et les proches également. ARTER, on a pour mission de promouvoir, rassembler et favoriser la réintégration dans la communauté des personnes ayant subi un AVC et leurs proches également. Donc, pour y parvenir, on a mis en place une programmation d'activités et de services adaptés qui visent la santé et le bien-être. Donc, si je peux donner peut-être là, un petit aperçu de l'offre de services qu'on a là, au niveau d'ARTER, bien sûr, il faut prendre en compte que c'est avant la situation de la COVID. Ce qu'on offrait, on a plusieurs ateliers. Là, on offre un atelier de théâtre, un atelier de peinture, entre autres, de chant. On a fait une activité aquaforme, une activité de mise en forme de groupe. On a des activités diverses, là, des activités sociales, de marche d'initiation à la tablette. Et on tente les différents groupes de soutien au niveau des proches aidants et de la clientèle AVC. On anime également, donc j'anime depuis mars, l'animation La vie après un AVC qui a été développée par la Fondation des maladies du cœur et AVC. On a également différentes formations là, et projets développés en collaboration avec des partenaires externes. Donc, on parle de l'Université Laval, du CIRIS, etc., là, qui sont accessibles gratuitement sur notre site, là, sur le site de l'organisme, donc le www.arterquebec.com. Pour l'offre de service, là, si vous voulez voir, grosso modo, également, c'est disponible sur le site d'Arter Québec. À cause de la situation de la COVID-19, évidemment, comme bien des organismes, on a dû s'ajuster. Notre offre de service était principalement, si je vous dirais pas à 100% là, en ligne, en fait, en présentiel, pardon. Donc, notre clientèle, là, c'était beaucoup du présentiel, c'est de la réinsertion sociale. Donc, c'est sûr qu'au niveau des services virtuels, on n'avait pas encore développé de services virtuels. On n'a pas eu le choix. Et en même temps, en fait, la situation était comme un petit peu improbable, donc on a dû adapter certaines activités. Je vous cacherai pas que, dépendamment des limitations en fait de la clientèle, c'est un petit peu plus difficile là, parfois d'adapter en ligne. On a quand même développé là, certaines activités, là, entre autres notre atelier de théâtre qui s'est donné en ligne là, cette session-ci. On a aussi un atelier là, de stimulation cognitive qu'on appelle muscler vos méninges dans l'organisme qu'on a pu donc donner en ligne également. Pour la plupart des activités à l'automne,
dépendamment des restrictions gouvernementales, on pourra reprendre en présentiel ces activités-là. Si je peux, on peut changer de diapositive. Je vais continuer un peu sur le programme La vie après un AVC. Andréane a bien détaillé, en fait, là, je pensais peut-être détailler ce que c'est en présentiel normalement. Donc, c'est vraiment normalement donné en présentiel. C'était donné en présentiel d'un groupe de 12 personnes environ, de 8 séances à peu près de 2 heures à raison d'une fois par semaine. Le programme avait été mis sur pause, donc en mars 2020, là, à cause de la situation de la COVID-19. Depuis mon arrivée donc chez Artère en mars 2021, on a vu quand même un besoin très criant. Là, on sait que le confinement était difficile pour plusieurs, d'autant plus pour cette clientèle-là. Et d'autant plus que au niveau d'Artère, l'offre de service était très réduite. Donc, on offrait ce qu'on pouvait en ligne. Ce que j'ai vu, en fait, comme j'ai vu le besoin criant, en fait, j'ai pris l'opportunité d'adapter peut-être ce programme-là en ligne, puisque je pensais très bien qu'il pouvait être adapté en ligne. Ce qu'on a fait, donc on a adapté le programme La vie après un AVC en ligne en avril 2021 pour assurer une certaine continuité là, dans le soutien des victimes d'AVC et leurs proches. Le programme mettant l'emphase sur les échanges entre les participants, ben, il permet un soutien psychosocial important, là, autant pour les survivants que les proches. Donc, pour nous, c'était important d'au moins aller combler ce besoin-là en virtuel, quitte à adapter là, certaines choses en ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Au niveau de la structure là, de l'adaptation en ligne, ce que ça a changé, en fait, c'est qu'au niveau de la bien sûr, ça prenait une plateforme conversationnelle, donc on a utilisé la plateforme conversationnelle Zoom. Pour la structure, j'ai gardé sensiblement la même chose, c'est-à-dire que c'était 7-8 séances à peu près. Je garde toujours 7-8 séances de 2 heures en ligne, à raison d'une fois par semaine. Donc, le même contenu a été gardé. J'ai adapté avec des supports visuels pour que ce soit pas trop magistral comme présentation, qu'il y ait une certaine interactivité. Donc, j'ai adapté avec des supports visuels. Au niveau de la participation des participants, j'ai réduit au Artère, là, on a réduit à 8 participants plutôt que 12. On jugeait là, par souci technique là, au niveau de la technologie, dans une rencontre virtuelle, peut-être pour les échanges, ce serait peut-être plus difficile à 12. Donc, on a réduit à 8 participants. Avec du recul, je vous dirais que ça pourrait très bien être une dizaine, voire 12 participants. On serait prêt à se rendre jusque-là. Donc, c'est vraiment avec du recul, avec l'essai qu'on a fait. On a une séance sur la nutrition où est-ce qu'on a invité une nutritionniste pour la présenter. Elle est restée là, donc vraiment virtuelle avec son support visuel. Ça s'est super bien passé. Pour la co-animation, normalement, comme Andréane disait, là, au niveau de la co-animation, normalement, il y a un survivant de l'AVC qui fait la co-animation du programme. On a réduit la co-animation aux 2 dernières séances du programme, encore une fois par souci technique là, et technologique. Par contre, là, encore une fois, avec du recul, il n'y aurait pas de problème pour plus de séances. C'était vraiment pour éviter qu'il y ait une confusion au niveau de l'animation du programme. Avec du recul, ça peut très bien se faire encore. Je serais rendue, nos principales observations, mes principales observations au niveau de l'animation du programme, j'ai eu beaucoup de commentaires des participants que ça a été plus facile à intégrer à l'horaire de chaque participant, puisque, en fait, comme c'est en virtuel, là, souvent, dépendamment si les participants ont une réadaptation, s'ils ont un horaire chargé, ça a été plus facile d'intégrer à leur horaire. Donc, oui, effectivement, là, c'est un gros plus pour les participants. Ça évite parfois le déplacement difficile, dépendamment des limitations des gens. C'est un gros plus là, pour ces gens-là, puisque c'est à la maison, donc dans le confort de leur domicile. Donc, pour le déplacement, ça peut être très difficile parfois. C'est le programme d'adaptation en ligne a permis, en fait, que ce soit plus facile de ce côté-là. On rejoint également des personnes de régions plus éloignées.
ce qui est un gros plus parfois parce que nous, au niveau d'Artère, donc de l'animation du programme La vie après un AVC, on dessert la région de la capitale nationale et parfois, ça peut être des régions un petit peu plus éloignées. Donc, où est-ce que le programme, quand il se donne en présentiel, ça peut peut-être être un petit peu plus difficile de se déplacer. En ligne, ça permet ça. Au niveau de l'adaptation en virtuel, chez Artère, on a vu que le programme était très adaptable en virtuel. Ça se fait très bien. Les participants, dépendamment des cohortes, donc les participants, pour ma part, ont été les échanges ont été très ouverts. Ça s'est super bien passé, même avec une adaptation en virtuel. Au niveau de notre organisme, on pense quand même que la priorité, en fait, notre priorité va être de garder le programme en présentiel. Ça va être une participation en présentiel parce qu'on juge quand même que la proximité, ça va être un aspect important dans la formation des liens, puis ça va favoriser une cohésion plus rapide entre les participants. Par contre, on garde dans notre poche le côté virtuel qui peut être une alternative très adaptable, là, dépendamment des situations des gens. Donc, ça va être très possible là, de garder le programme en virtuel pour nous chez Artère. Si je peux peut-être nommer un petit défi au niveau du programme adapté en virtuel, dépendamment des limitations suite à l'AVC. Donc, je parle peut-être des limitations un petit peu plus au niveau de l'aphasie. Là, ça va peut-être être un petit défi là, d'adapter le programme en virtuel. Donc, ce serait pas mal ça pour la vie après un AVC. Pour l'inscription au niveau de la capitale nationale, donc pour le moment, là, la vie après un AVC, ça va être sur notre site là, Internet, donc le www.arterequebec.com. J'aurais terminé. Un grand merci à Camille là, pour cette présentation. C'est vraiment intéressant d'avoir des exemples plus concrets de comment ça se passe sur le terrain. Donc, en tant qu'animatrice du programme La vie après un AVC, vous avez vraiment fait preuve de détermination, d'optimisme afin d'assurer le succès du programme en format virtuel auprès de votre clientèle. Pour la prochaine conférencière, donc notre deuxième conférencière, Dr Dubuc, je vous présente un peu sa biographie. Donc, elle a fait sa résidence en neurologie à l'Université de Montréal et une formation surspécialisée en AVC fellowship à l'Université de Calgary. Dr Dubuc est responsable du programme AVC du CIUS du Nord de l'île de Montréal depuis 2015 et chef adjoint de service depuis 2016. Elle est impliquée sur de nombreux comités en lien avec le continuum des soins de l'AVC au niveau local, régional et national. De plus, Dr Dubuc a été conseillère du CA de l'Association des neurologues du Québec de 2016 à 2020 et médecin expert au ministère de la Santé et des Services sociaux pour le continuum AVC. À vous, Dr Dubuc. Bonjour, merci Andréane, merci à tout le monde pour l'invitation. Je veux juste vérifier que j'ai le contrôle des diapositives, sinon on peut avancer. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt là en lien avec la présentation actuelle. Et je dois vous dire là d'entrée de jeu que je ne suis pas une spécialiste en termes de soins virtuels. Je suis une neurologue très impliquée au niveau du continuum des soins AVC, là, tant au niveau de mon CIUS que de la région de Montréal. Et je suis probablement la fan numéro 1 du programme La vie après un AVC pour avoir vu les effets bénéfiques chez les patients que je suivais. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on m'a interpellée pour cette présentation. Mais par contre, j'ai pas une expertise spécifique en soins virtuels. Je vais donc vous partager certaines diapositives là, qui ont été développées par Dr Anita Manton, qui est une physiatre à Halifax, qui est très impliquée là, au niveau de la réadaptation post-AVC, qui a une beaucoup plus grande expérience au niveau des soins virtuels.
Et donc, je vais pouvoir vous parler aussi là, en parallèle de mon expérience, là, comme évidemment la plupart d'entre nous, on a tous été un peu happés par cette pandémie depuis mars 2020 et qu'on a dû s'adapter, adapter nos pratiques à intégrer des soins virtuels. Et je pense qu'on est un peu à un moment charnière avec cette pandémie qui ralentit maintenant, à dire, alors qu'on a tout basculé par téléphone, entre autres au niveau des suivis médicaux par téléphone ou par télémédecine. Entre les deux vagues, on a repris un peu en présentiel. Ça s'est arrêté à nouveau à l'hiver, mais là, je pense qu'on est, comme je disais, à un moment charnière là, où on en est rendu plus à intégrer les soins virtuels avec une pratique en présentiel, puis à faire des choix un peu là, sur quel type de soins on va dispenser aux patients, à quel patient et dans quel type de situation. Donc, il y avait toujours une phrase importante là, qui était en AVC, le bon patient au bon moment, les bons soins. Bien, ça s'applique aussi aux soins virtuels dans les choix qu'on va faire. Et je pense que la Fondation Maladie du cœur et AVC là, se positionne très bien là, pour développer une boîte à outils, développer des nouveaux guidelines en termes de soins virtuels. En tout cas, je pense qu'au Québec, le timing est très bon. Une des autres choses que je dois dire, c'est qu'évidemment, la pandémie n'a pas frappé également là, dans toutes les provinces du Canada ou dans toutes les régions du Québec même. Et que donc, évidemment, tout le monde n'en est pas au même stade en termes d'adaptation en soins virtuels, tout ça. Et je suis vraiment contente d'entendre que le programme La vie après un AVC a pu reprendre dans certaines régions ou même a continué en virtuel. Mais évidemment, là, moi, je travaille au CIUS du nord de l'île de Montréal. On a été très, très, très affectés dans la première vague et malheureusement, là, je dois dire que c'est des programmes qui, chez nous, avaient été mis sur la glace pendant un certain temps et que là, on s'apprête seulement à reprendre parce que comme nos équipes ont été tellement affectées, réaffectées dans d'autres domaines, les gens n'avaient pas l'énergie de reprendre de tels projets ou les disponibilités même pour se faire. Donc, il faut reconnaître qu'il y a des inégalités. Puis même entre les provinces, là, quand j'entendais Dr. Mountain dire qu'à Halifax, tout avait continué un peu comme si de rien n'était, mais qu'il avait simplement basculé en virtuel, c'est sûr que ce genre de choses-là n'aurait pas été possible chez nous. Donc, il faut respecter là, les capacités de chacune des organisations à s'adapter là-dedans. Donc, si on va plus en détail sur la définition des soins virtuels, en quoi ça consiste, en fait, c'est toute séance qui va être réalisée entre un dispensateur de soins, donc ça peut être le médecin, l'équipe multidisciplinaire, des professionnels infirmiers, et l'usager. Et tout ça peut se faire là, par différents moyens technologiques. Ça peut être une intervention par téléphone, ça peut être par visioconférence. Et donc, tout ça aussi, on précise là, que ça peut être fait de façon synchrone ou asynchrone. Donc, ce que ça veut dire de façon spécifique, synchrone, ben, c'est évidemment que les deux personnes sont présentes en même temps puis échangent en temps réel. Mais la dispensation des soins pourrait se faire de façon asynchrone. Par exemple, si une séance de réadaptation était, par exemple, enregistrée et que le patient pouvait l'écouter en différé à la maison, plus ou moins contacter son intervenant par téléphone par après s'il y avait des questions. Donc, les deux intervenants n'ont pas nécessairement besoin d'être impliqués de façon simultanée pour considérer que c'est des soins virtuels. Ensuite, ça, c'est le modèle qui a été développé en Nouvelle-Écosse là, pour un peu souligner tous les éléments qui sont à mettre en place lorsqu'on considère le continuum de soins virtuels. Donc, ça a l'air facile de dire, ben, on va donner des séances en virtuel, mais il y a plusieurs petits éléments auxquels il faut penser. Donc, il faut d'abord s'assurer là, qu'on a une façon sécuritaire de communiquer avec les gens, qu'ils ont des accès à distance. À la limite qu'il y a un monitoring qui est disponible à la maison, si c'est des patients qui peuvent présenter certaines instabilités, que le patient a un portail et que le fournisseur de soins a accès à avoir les résultats aussi en simultané. Donc ça a été un enjeu, par exemple, où on était capable d'avoir accès aux patients, mais par exemple pas accès au DSQ en même temps, donc aux résultats du patient en même temps. Donc, il faut pouvoir s'assurer de fournir, dans le fond, les mêmes soins qu'on donnerait en présentiel, mais en virtuel.
la même façon, là, pour planifier la visite virtuelle, il faut s'assurer que le booking est fait. Ça demande un certain support clérical là, de dire que les liens des rencontres soient envoyés, de respecter que l'horaire soit respecté tant d'un côté que de l'autre. Que le patient, par exemple, si c'est une séance de groupe, a un accès à des boîtes de chat. Ça, c'est plus dans d'autres situations où ça peut être utilisé. Donc, ça peut être utilisé dans l'éducation aux patients, donc un peu comme ce que Camille rapportait, donc des séances qui sont un peu dirigées. Ça peut être des consultations directes avec un consultant, puis ça pourrait être des discussions de cas, par exemple, entre différents professionnels qui utilisent la télémédecine là, pour discuter d'un cas. Ça, je dois dire que c'est pas quelque chose dont j'ai eu l'expérience jusqu'à maintenant. Par contre, notre équipe multidisciplinaire, pour nos rencontres quotidiennes, pour nos rencontres hebdomadaires, évidemment, on a basculé en virtuel là, dès le début de la pandémie. Et donc, on utilise maintenant ces modalités-là pour pouvoir se rencontrer. Et comme Camille le mentionnait, c'est sûr qu'il y a des bénéfices, il y a des inconvénients. En fait, le bénéfice, c'est qu'on peut se connecter un peu partout, c'est facile à mettre dans l'horaire. Par contre, on trouve, notre expérience, c'est qu'au niveau de la spontanéité dans les échanges de l'équipe, c'est un petit peu plus difficile ou des fois d'aller chercher les intangibles ou les choses qu'on va se partager entre nous qu'on ne peut pas nécessairement dire à l'écran. Donc, il y a certaines choses quand même qui demeurent plus difficiles en soins virtuels qu'en présentiel. Donc, évidemment, les soins virtuels peuvent s'appliquer à l'ensemble du continuum AVC, en partant de l'éducation, la prévention primaire, la prévention secondaire, et surtout, ce qui nous concerne ici, c'est la réadaptation. Puis, rétablissement et soutien communautaire, là, je pense que ça pourrait s'appliquer ici, là, mais dans le fond, c'est l'ensemble des soins du continuum pour lesquels les soins virtuels peuvent être appliqués. Donc, si on fait une recherche PubMed là, sur la téléréadaptation, on réalise que c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, les premières études là, ont été publiées en 1998 où une équipe avait démontré, là, en fait, utilisait, eux, une vidéo qui était enregistrée que la personne pouvait regarder sur sa télévision pour diriger des séances de réadaptation et la personne pouvait interagir là, avec la voix par son téléphone. Donc, ça n'a rien à voir avec les plateformes qu'on voit aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que c'est pas une nouvelle idée. C'est une idée qui a mis du temps à se mettre en branle, par exemple. Moi, je me souviens qu'à Sacré-Cœur, on a participé à un projet de télé-tai-chi avec l'université Sherbrooke, et ça, c'était il y a 3-4 ans maintenant, peut-être 4 ans, 5 ans, et c'était encore une nouveauté, je dirais, là, que de fournir des soins en téléréadaptation aux patients. Ça, c'est un exemple là, c'est ce qui montre les résultats du nombre de publications dans les dernières années. Donc, vous voyez que ça a beaucoup augmenté là, depuis 2018, mais ça a particulièrement explosé en 2020-2021. Évidemment, la pandémie a accéléré. Donc, c'est les publications, si on recherche les mots-clés téléréhabilitation et AVC ou soins virtuels et réadaptation. Donc, vous voyez là, que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Pas nécessairement un incontournable, mais quelque chose qu'il faut apprivoiser pour conjuguer avec notre pratique, je pense. Donc, la Fondation des maladies du cœur et AVC met en place des outils, là, un cadre décisionnel, en fait, pour la prestation des soins virtuels et une trousse d'outils pour nous supporter dans nos choix, dans notre sélection de patients, je dirais dans notre sélection de type de consultation ou de type d'intervention que l'on veut faire. Nous souligne là, quels vont être les éléments clés pour réussir notre prestation de soins virtuels. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, c'est sûr qu'il faut que le système et l'environnement, donc ça, c'est un petit peu plus au niveau de l'organisation, du leadership, de la gouvernance. Il faut que l'on ait un support là, pour pouvoir accéder à des soins virtuels. Il faut que l'organisation, même tant du côté des bureaux de santé que de l'endroit où va se situer le patient, puisse obtenir ces ressources-là. Il faut que les gens impliqués directement, donc le prestataire de soins cliniques, soient habilités à donner des soins virtuels.
et qu'on ait les outils technologiques là, en lien avec ça. Puis évidemment, il faut toujours garder les préoccupations du patient là, au centre de nos décisions dans la délivrance des soins virtuels. Si on regarde plus en détail, une fois qu'on a les éléments en place, bien, les étapes à suivre ou le parcours pour fournir des soins virtuels aux patients, bien, il faut d'abord s'assurer que de différentes étapes. Donc, la préparation, il faut que les éléments technologiques soient en place et aussi avoir le souci d'avoir des liens sécurisés là, pour la sécurité virtuelle. Il y a un certain triage initial qui doit se faire. Par exemple, pour les suivis en neurologie, la règle de base, c'est 1, la préférence du patient, puis 2, exemple, les consultations initiales, ma préférence, c'est de rencontrer le patient en présentiel la première fois. Je trouve que c'est plus facile d'établir un lien. Et puis, pour la question de sécurité médicale, d'établir un premier examen neurologique, de voir de quel point on part, pour moi, ça demeure important. Maintenant, ensuite, il faut regarder la pertinence. C'est sûr qu'il y a certaines rencontres, exemple, un suivi médical simple, par exemple d'une jeune patiente qui souffre de migraine, peut très bien se faire par téléphone ou télésanté, alors que si j'ai besoin d'examiner le patient, c'est sa première visite post-AVC, je veux m'assurer qu'il n'y a pas de spasticité, je veux sentir l'examen neurologique ou s'il y a des interventions de réadaptation, exemple comme des injections de Botox, des mobilisations, bien évidemment, ça ne pourra pas se faire par virtuel. Par contre, un rendez-vous subséquent, c'est si le patient a eu son intervention puis que je veux juste monitorer est-ce que l'amplitude articulaire s'est améliorée, bien ça, c'est des choses qui peuvent se faire par virtuel. Donc, pour un même patient, ma prestation de soins, ma décision de façon de donner mes soins peut changer d'une rencontre à l'autre. Ensuite, il faut s'assurer de respecter la sécurité et les risques. Donc, évidemment, il faut s'assurer, nous, d'une part, d'avoir un environnement calme, confidentiel, mais aussi du côté du patient. Donc, s'assurer avoir toujours un souci de qui est présent dans l'environnement du patient. Est-ce que le patient est à l'aise de discuter devant certains proches aidants, par exemple, de tous les enjeux ou non? Des fois, ça peut être facilitant d'avoir un aidant pour gérer l'aspect technologique, mais des fois, le patient va vouloir parler en privé. Puis, faut s'assurer de poser la question parce qu'on peut avoir des surprises. Là, moi, ça m'est arrivé d'appeler un patient pour un suivi, puis j'ai réalisé après 5 minutes de conversation que le patient était, par exemple, dans sa voiture ou à l'épicerie. Donc, clairement, pas dans des environnements qui permettaient des discussions d'ordre médical ou confidentiel. Donc, il faut avoir un souci de la sécurité de notre côté, mais aussi de l'environnement du patient. Et si on juge que c'est inadéquat, il ne faut pas hésiter de demander au patient de reporter ou de se déplacer dans un environnement plus sécuritaire là, si ça ne convient pas au type de rencontre que l'on veut conduire. Puis finalement, il faut choisir la modalité qui correspond. Comme on disait un petit peu plus tôt, certains suivis peuvent se faire par téléphone, certains suivis peuvent se faire par vidéo. Donc, il faut toujours s'assurer de choisir la modalité appropriée au type de rencontre que l'on veut faire. Donc, tout ça, vous allez pouvoir retrouver l'aide-mémoire et la trousse d'outils sur le site des pratiques optimales d'AVC au Canada. Et on en profite pour annoncer qu'il y a une mise à jour qui va venir sur la réadaptation par les soins virtuels dans les prochaines semaines, si je ne me trompe pas. Donc, les messages clés, c'est évidemment là, que le recours aux soins virtuels a été considérablement accéléré par la pandémie. Il y a certainement des avantages et des inconvénients, tant pour le patient que pour les dispenseurs de soins, mais je pense qu'on est vraiment à une étape où on va pouvoir intégrer les modalités pour mieux répondre aux besoins des patients et faut juste organiser notre continuum de soins un petit peu mieux. Les outils technologiques adaptés sont nécessaires pour assurer un accès équitable à tout le monde, à toutes les populations. Et puis, finalement, il y a de nombreux avantages, mais il y a aussi des défis et parfois, des soins en présentiel demeurent nécessaires là, selon les circonstances. Puis ça, c'est à nous de juger là, du moment opportun. Je voulais ajouter là, un petit peu de mon expérience personnelle pour mentionner d'une part que
mon expérience du programme La vie après un AVC, en fait, à notre CIUS, on a décidé d'ajouter une première pré-rencontre où je vais personnellement rencontrer les participants et répondre un petit peu plus aux questions médicales parce que parfois, ils n'ont pas compris suite à l'hospitalisation, ils n'ont pas toujours eu leur rendez-vous de suivi encore, puis il y a encore beaucoup de choses à démystifier. Donc, l'intervenante chez nous, c'est une nutritionniste et avec la patiente partenaire, et se sentait pas nécessairement à l'aise de répondre toujours aux questions médicales. Donc, on a décidé de faire cette première pré-rencontre-là. Nous, on est à l'étape où on va reprendre le programme à l'automne, probablement. Je pense qu'on va maintenir cette première pré-rencontre et qu'elle va aussi nous assurer là, que les gens puissent faire un peu un essai technologique là, puis s'assurer que ça fonctionne bien à la maison. Parce qu'on le sait, là, lors des premières rencontres, c'est souvent un petit peu des essais-erreurs avec la technologie. Moi, je dois dire là, que je le disais d'entrée de jeu, j'ai pu voir là, des effets bénéfiques remarquables chez les patients. J'ai vu des gens transformés complètement entre une rencontre pré-programme et post-programme, tant au niveau là, de l'acceptation des déficits, dans le processus de deuil de certaines choses, puis pour briser l'isolement, j'ai trouvé que c'était un programme très, très important et on bénéficie là, à l'étendre au plus possible de cohortes. Il reste quand même qu'il faut que les patients soient sélectionnés un petit peu, par leur motivation, mais c'est sûr que des patients très aphasiques, s'ils ne sont pas accompagnés de leurs proches ou qui ont des problèmes cognitifs importants, ne sont pas candidats vraiment, dans mon expérience, là, pour ce type de programme-là. Par contre, il faut se souvenir que les proches peuvent en bénéficier. Donc, il y a quand même des défis de référence. Nous, on essaie, là, par notre infirmière de suivi AVC, de référer tout le monde d'emblée puis d'approcher le plus de gens possible et d'éliminer personne à la base, justement parce que parfois, c'est les proches aidants qui vont bénéficier beaucoup du programme. Comme on le disait un peu plus tôt, là, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de défis avec la pandémie, mais je pense que l'explosion des soins virtuels va avoir aussi été un avantage pour des gens qui ont des problèmes de mobilité, des gens qui ont des problèmes de déplacement. C'est sûr qu'au Québec et dans certaines régions du Québec particulièrement, je pense qu'on a été affectés différemment ou à d'autres moments que le reste du Canada. Puis, il y a encore des inégalités de la façon dont on dispense les soins et que tout ça affecte tant le patient, mais aussi le médecin et l'équipe multidisciplinaire. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine résilience face à ça et s'adapter. Puis, finalement, là, ce que je veux souligner, c'est que on le voit à tous les jours dans nos interventions, les patients apprécient vraiment qu'on prenne le temps de les contacter, qu'on prenne le temps de les suivre. Et je pense que ça vaut la peine de continuer notre implication auprès d'eux, même si c'est pas exactement de la même façon qu'avant. Ils apprécient vraiment qu'on prenne soin d'eux. Donc, je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Dr. Dubuc. Vraiment un grand merci pour cette présentation très intéressante sur le continuum des soins virtuels de l'AVC, sur tout le volet virtuel. Merci aussi pour votre soutien sans relâche et votre foi envers le programme La vie après un AVC. Vous n'hésitez pas à référer tous vos patients vers le programme. On a reçu également d'excellents commentaires démontrant non seulement l'appréciation des participants pour ce programme, mais également leur satisfaction suite à vos visites sur le terrain pour les encourager. Donc, merci beaucoup. Notre troisième conférencière, Stéphanie Cloutier. Donc, je vous présente un peu son parcours. Donc, Stéphanie, elle a eu un AVC à l'âge de 35 ans, le 23 novembre 2020 dernier, alors qu'elle ne présentait aucun facteur de risque apparent. Donc, Stéphanie occupait le travail d'agente administrative et elle était une personne déterminée, très active physiquement et se préoccupait de manger sainement. Elle a participé tout récemment au programme La vie après un AVC, offert virtuellement dans la région de la capitale nationale. Voici son histoire et son parcours de soins et de rétablissement avec des services virtuels dans le contexte de la pandémie. Je tiens aussi à vous dire qu'on avait prévu d'avoir le témoignage de Stéphanie en premier, mais dû à des contretemps, donc on a réorganisé l'horaire pour offrir plus de temps pour Stéphanie. Donc, nous l'avons réservé pour la fin de ce webinaire. Donc, à vous maintenant, Stéphanie. Merci. Mon nom est Stéphanie. Puis, je n'ai aucune contrainte là,
de divulgation pour mon AVC ici. Donc, le 23 novembre 2020, j'ai eu un AVC à l'âge de 35 ans. Le matin, je me suis levée, j'ai pris ma douche. J'avais de la difficulté à lever ma bouteille de shampoing, puis je suis tombée dans mon bain. J'ai déjeuné, je me suis rendue au travail. Au travail, ben, j'essayais de faire mes tâches, mais j'y arrivais de moins en moins. Donc, quand j'ai vu ma boss, elle m'a demandé si je voulais retourner chez moi. J'ai dit oui, donc je me suis retournée chez moi, je me suis couchée. À un moment donné, j'ai fini par aller aux toilettes, sauf que je me suis effondrée devant la toilette. Et puis, j'arrivais plus à me lever debout. J'ai essayé d'aller aux toilettes, c'était pas possible. J'ai essayé de retourner dans mon lit, c'était pas possible. Puis, à un moment donné, j'ai réussi à m'agripper à mon lit puis à retourner me coucher. Je savais que j'allais pas bien, mais je savais pas qu'est-ce que j'avais. Puis de plus, ben, j'arrivais pas à ouvrir mon téléphone parce que, dans le fond, il fallait mon code, puis je me rappelais pas de mon code. Le lendemain, mes jambes étaient revenues à la normale, mais j'arrivais pas à mettre de ma brassière. Mon bras fonctionnait de moins en moins. Donc, j'ai décidé de m'habiller et puis de descendre les marches sans brassière. J'ai barré la porte, je me suis dirigée vers mon automobile, sauf que je n'étais pas capable d'ouvrir la porte de mon automobile. J'ai essayé d'ouvrir la porte de ma maison, mais j'y arrivais pas non plus. Donc, je suis allée voir ma voisine, puis quand je suis arrivée vers ma voisine, ben, j'arrivais pas à prononcer un mot. Donc, elle a appelé le 911. À l'hôpital, ben, ils m'ont fait passer le test COVID. Ensuite, ben, ils ont eu mes résultats. Ils m'ont fait passer d'autres examens, puis j'ai vu différents spécialistes. Personne ne m'a demandé si j'avais quelqu'un à rejoindre, mais il faut dire que comme j'avais perdu l'usage de la parole, ben, je ne pouvais pas en faire la demande. Les visiteurs, de toute façon, n'étaient pas permis pendant la pandémie. Fait que je me suis sentie isolée et sans réseau social. C'est grâce à mon ami, en fait, qui s'inquiétait que je ne lui réponde pas depuis 2 jours. Donc, elle a téléphoné à mon père. Puis mon père, ben, à un moment donné, il a eu la ligne. J'ai changé de département. Puis il a eu la ligne. Puis il a réussi à me faire dire par des oui ou des non où j'étais. Donc, il a appelé l'hôpital. Puis il a su que j'avais un AVC. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit à mon chevet. Il aurait pu jouer le rôle d'intermédiaire avec l'équipe médicale puis m'aider à mieux comprendre la situation. Là, je devais tout garder dans ma tête, puis c'était compliqué de tout garder dans ma tête dans ce moment-là. À l'hôpital, mais j'ai reçu des soins de l'orthophonie puis l'ergothérapie. J'ai dû réapprendre à utiliser mon bras droit. Après 2 semaines, ils m'ont envoyé chez moi, mais sûrement à cause du contexte de la COVID. Donc, j'aurais préféré continuer en réadaptation intensive, mais c'était pas possible. Ils m'ont donné des exercices à faire, puis mon frère venait m'aider quotidiennement avec mes exercices. J'étais laissée à moi-même jusqu'à mon admission à l'IRDPQ 2 mois plus tard. Puis on sait que dans un AVC, les 3 premiers mois sont les clés après un AVC. Je suis d'ailleurs toujours suivie à l'IRDPQ. Au début, j'avais l'impression d'être comprise. Les gens, vu que j'avais des séquelles physiques apparentes, ben les gens comprenaient que j'avais un AVC, puis mon visage était affaissé, mon bras droit ne fonctionnait pas. Puis je souffrais toujours d'aphasie, donc quand les gens m'appelaient, ben ils faisaient la conversation. Mon frère a dû venir m'aider aussi à couper mes légumes puis faire mon épicerie. Quand mes séquelles physiques ont peu à peu disparu, je me suis sentie encore moins comprise puis isolée socialement parce que je vis seule. C'est sûr qu'au début, je n'arrivais pas à écrire un mot. Donc, les gens devaient m'écrire par soit le message vocal ou par FaceTime. Là, maintenant, j'arrive à écrire de plus en plus, sauf que je mets des le, la, les, n'importe où, pas au bon endroit dans la phrase. Donc, il faut que j'utilise le correcteur automatique. J'ai aussi la difficulté avec les chiffres. Au début, je n'arrivais pas à prendre un chiffre sur mon répondeur. C'était comme du chinois pour moi. C'est sûr que l'AVC vient une fatigue physique et cognitive. Donc, je vis avec ça. Les intervenants ont dû espacer mes rencontres car j'étais trop fatiguée. Puis, dans le fond, après 1 heure, j'ai besoin d'un temps de repos. Pour moi, il était important de rencontrer des personnes qui avaient suivi un AVC puis de partager mon expérience. Donc, la kinésiologue m'a parlé d'Artère, un organisme communautaire de ma région qui offre des services avec la clientèle AVC. Artère a d'ailleurs mis le programme La vie après un AVC en collaboration avec les maladies du cœur et des AVC.
C'est un programme de soutien communautaire et d'éducation destiné aux survivants de l'AVC et leurs aidants. C'est un programme qui se donne en virtuel, puis moi, j'ai trouvé ça l'idéal parce que j'avais pas, comme je me fatigue vite, mais j'avais pas à me stresser avec le transport et tout, puis je pouvais me concentrer plus sur les rencontres. C'est sûr que je me sens à l'aise avec la technologie, donc cliquer sur un lien Zoom, il n'y avait pas de problème pour moi. Dans ces rencontres-là, en ce moment, nous sommes 5 participants. On se rencontre une fois par semaine durant 8 semaines. C'est d'une durée de 2 heures. Le nombre de participants est limité parce que je crois qu'avec notre petit écran, ce serait difficile d'aborder, de partager notre vécu par rapport à notre AVC. On a discuté de nos expériences en lien avec les sujets abordés. Par exemple, nous avons témoigné de notre AVC puis des facteurs de risque. On s'est fixé des objectifs SMART à atteindre en lien chaque semaine avec ça. On a parlé de nos séquelles cognitives. Ensuite, on a vu une nutritionniste durant 2 rencontres pour discuter des changements à apporter à notre alimentation. C'est sûr que les échanges sont très respectueux. Le monde a eu un AVC, donc ils comprennent ce que tu vis. Puis pour une fois, on se sent vraiment compris. D'ailleurs, j'étais la plus jeune du groupe. Du côté des thérapies en réadaptation, je les ai reçues essentiellement en présentiel, à l'exception d'une journée qui a été en virtuel avec l'ergothérapeute puis l'orthophonie. Comme je suis jeune, c'est sûr que je ressens le besoin de voir comment les jeunes s'en sortent parce que avec un AVC, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec nous. On veut des exemples positifs, on veut de l'espoir en l'avenir. Je ne sais pas de quoi mon avenir est fait, mais j'espère qu'il y a du bonheur. Puis, je veux pas une job où je suis malheureuse. Je veux une job où je suis heureuse puis avoir un bon salaire. Puis, ma crainte, c'est de ne plus avoir assez d'argent pour voyager parce que je vis de voyage. Je devais aller en Thaïlande, d'ailleurs, avant le COVID, mais à cause du COVID, ça a été reporté. Puis, j'espère que c'est juste un projet reporté pour moi. En contexte COVID, c'est sûr que j'ai eu moins l'occasion de discuter avec mon entourage de mon rétablissement. Mais d'un autre côté, je crois que j'aurais été frustrée de ne pas me sentir comprise. Quand j'en parle à mon entourage, que j'ai de la misère avec les chiffres, tout ça, ils se demandent qu'est-ce que je veux dire. Donc, une chance que mon père et mon frère ont été là puis ont vu mon évolution dans les moments difficiles parce que pour moi, c'était difficile de l'accepter. Fait que ils ont été là pour moi. Avec mon AVC, c'est sûr que je supporte plusieurs défis. Un, c'est de devoir m'adapter avec une nouvelle réalité. C'est ce qui fait peur. Je veux persévérer puis atteindre toujours un autre niveau en orthophonie pour devenir aussi bonne qu'avant, parce qu'avant, j'étais bonne en français. Avec du recul, je me rends compte à quel point il est important de savoir reconnaître les signes vite de l'AVC, surtout quand on est jeune. On ne pense pas que cela puisse nous arriver. Depuis, je veux que les gens sachent que ça peut arriver à tout âge. Dans mon cas, je n'ai pas reconnu tout de suite les signes de l'AVC. Donc, n'attendez pas au lendemain si vous vivez un malaise. Allez à l'hôpital. Voici les signes de l'AVC. Vite. V pour visage affaissé. I pour incapacité. Vous pouvez pas lever un bras ou deux, comme moi. T pour trouble de la parole ou de la prononciation. E pour extrême urgence. Consultez le 911. Donc, je vous invite à en parler à votre entourage. Prenons le temps, dans le cadre du mois de l'AVC, de sensibiliser la population aux signes de l'AVC. Donc, vite, rappelez-vous-en. Puis, merci à tous pour votre écoute. Un grand merci, Stéphanie, pour votre témoignage très touchant, pour voir à quel point vous avez fait preuve de force, de résilience dans le contexte d'isolement social apporté par la pandémie. Bravo aussi pour cette belle détermination à toute épreuve, votre courage dans l'adversité, dans la maladie. Merci encore de vous être joint à nous. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Merci encore à nos 3 conférencières là, pour ces belles présentations fort intéressantes et complémentaires. Vous avez, je vous rappelle, la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la fenêtre de clavardage. Donc, je vais commencer par une première question qui serait pour Stéphanie. Donc, Stéphanie, selon votre expérience, quelle est la meilleure partie pour vous que vous avez vécue là, dans le programme La vie après un AVC donné sous forme virtuelle? Quel était le meilleur moment ou l'aspect le plus important que vous avez retenu?
Ben moi, le meilleur moment, c'est d'avoir le partage d'un peu tout le monde parce que c'est ça que je voulais. Puis même si les gens n'ont pas le même vécu que moi, la région du cerveau affectée est différente, ben je pense qu'ils réussissent tous à s'adapter à leur fonction. Donc, j'ai trouvé ça bien d'avoir le vécu de tout le monde. Mhm. Mhm. Merci, merci Stéphanie. Une question maintenant pour Dr Dubuc. Donc, quel est le plus grand avantage ou bénéfice de votre pratique virtuelle? Vous en avez mentionné plusieurs durant la présentation, mais si vous deviez en choisir un seul, lequel serait-il? Je pense que c'est d'avoir accès à des rencontres à des gens alors que ce ne serait pas possible de le faire sinon, soit pour des problèmes de mobilité, soit pour des problèmes de difficulté d'accès. Puis des fois, ça facilite l'accès aux proches aussi. Les proches aidants vont être à la maison, on va avoir un son de cloche différent. J'ai pas fait beaucoup de télémédecine par vidéo. Par contre, il y a des collègues qui me partageaient que parfois de voir le patient dans son environnement aussi apportait là, un petit plus, certains intangibles qu'on soupçonnerait pas dans une visite dans le bureau médical. Fait que c'est comme un petit peu une incursion qui nous est permise dans le domicile des gens. Et ça nous permet des fois de voir certaines choses, certains éléments de dangerosité ou au contraire sont mieux organisés que ce qu'on pensait. Fait que je dirais que le point le plus important, c'est un accès facilité aux gens puis à leurs proches. Parfait. Merci, Dr Dubuc. Les questions commencent à arriver dans le chat. Donc, 2 commentaires. En fait, premier pour Stéphanie. Merci, Stéphanie. Tu es super. Un autre commentaire. Merci pour ces belles présentations. On aurait une question plus pour Camille maintenant, d'une animatrice que je n'aimerais pas, d'une future animatrice du programme La vie après un AVC qui demande est-ce qu'on peut penser à faire le programme en mode virtuel et présentiel. Donc, j'imagine que ça sous-entend le concept d'hybride. Est-ce qu'on peut avoir des gens qui seraient en présence et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, venir en mode virtuel pendant les mêmes rencontres? C'est ce que je comprends de la question, Camille. Personnellement, pendant les mêmes rencontres, je ne le ferais pas. Par contre, tu sais, en tout cas, au niveau d'Artère, ça se pourrait que, tu sais, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qu'on offre en fait un programme, la programmation en virtuel et en présentiel. Pourquoi je le ferais pas, c'est que il y a certaines activités en présentiel qui peuvent pas du tout se faire en virtuel. Donc, si les participants sont en mode hybride, donc participent en fait au programme en présentiel en étant virtuel, il y a certaines activités qu'ils pourront pas faire. Au niveau de la cohésion, là, puis au niveau du groupe, là, je préfère, en fait, si je peux donner un conseil, c'est de le faire soit en virtuel, soit en présentiel, pas de manière hybride. Donc, ce que je comprends, votre réponse, ce serait de faire, par exemple, un groupe en virtuel pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, puis un autre groupe en présentiel pour ceux qui pourraient se déplacer. Absolument. Donc, des cohortes différentes, c'est ça? Parfait. Voilà. Merci. Une autre question dans le chat, et je vais peut-être y répondre parce que c'est un petit peu plus global sur l'ensemble du Québec. Donc, la question, c'est le programme La vie après un AVC est offert via les CIUS ou via les organismes communautaires ou les deux selon les régions. Donc, peut-être je peux commencer, puis peut-être, Dr Dubuc, vous pouvez ou Camille compléter avec votre, parce que chaque modèle est différent, c'est un peu ça ma réponse, là. Mais dans un monde idéal, on aime faire une collaboration avec les trois, donc avec le CIS ou le CIUS, avec l'organisme communautaire et avec CAR et AVC qui fournit davantage la formation et le matériel. Est-ce que vous voulez compléter, Camille, Dr Dubuc? Oui. En fait, ce que je peux dire, chez nous, bon, CAR et AVC fournit le matériel et on a avec notre CIUS un centre des maladies chroniques là, qui est en voie d'être installé, consolidé. Donc, c'est par ce centre des maladies chroniques-là où on réfère les gens directement qui ont été hospitalisés à notre unité AVC. Fait que pour l'instant, c'est notre voie. Toutefois, si quelqu'un voulait s'inscrire de l'extérieur, il aurait la possibilité de s'inscrire de l'extérieur aussi, sans référence directement du CIUS. Merci Camille. Est-ce que vous voulez compléter? Oui, ben en fait, nous, au niveau du programme,
en fait, les gens sont référés de partout là, au bout de la capitale nationale. Il est offert gratuitement là, en fait, grâce à la subvention de Médicius. Puis nous, c'est vraiment, il est ouvert là, à tout le monde. Donc, on a autant de références là, au niveau de lorsqu'ils quittent l'hôpital, là, on essaie vraiment d'aller chercher là, les gens qui sont pas nécessairement en réadaptation, mais qui quittent l'hôpital. Donc, on a des références un peu partout au niveau du programme. Parfait, merci. On a une autre question pour Dr Dubuc. En ce moment, on est tous confrontés aux soins virtuels. Cela nous amène là aussi des problèmes au niveau d'acuité et d'accès. Au Québec et au Canada, nous avons plusieurs cultures, des nationalités, des groupes ethniques différents dont le français et l'anglais n'est pas la langue première. Quels sont les défis rencontrés lors des soins de l'AVC lorsque le patient ne maîtrise pas le français ou l'anglais? Et comment faites-vous pour y faire face? Oui, c'est sûr que, puis particulièrement dans notre population, la population des gens que l'on traite, il y a une certaine proportion là, qui parlent ni français ni anglais. Souvent, par contre, ces gens-là vont avoir des proches qui sont capables de se débrouiller en français puis en anglais, qui souvent sont présents avec eux lors de la rencontre. Donc, on va avoir les deux personnes dans la caméra. Il m'est arrivé d'avoir, exemple, le fils au téléphone qui traduit avec l'autre personne et le patient en vidéo. C'est sûr que ça augmente certains défis, puis on peut pas avoir vraiment un interprète là, à ce moment-là, mais on se débrouille avec les moyens technologiques, un peu comme on le ferait en présentiel, dans le fond. Là. Parfait, parfait, merci. Cette question, la suivante, elle s'adresse à tout le monde, mais j'aurais envie de peut-être demander à Stéphanie votre avis sur le sujet, puis peut-être aux autres conférenciers de compléter. Donc, dans le contexte actuel, on sait que les soins virtuels font maintenant partie un peu de notre quotidien, là, avec un retour à la vie progressivement, mais on parle de plus en plus de soins hybrides ou que peut-être qu'on va faire un peu les deux types de soins. J'aimerais avoir votre avis, Stéphanie, sur le sujet en tant que patient qui a vécu les soins. Est-ce que vous aimeriez dans le futur continuer à avoir des soins en personne, en virtuel, un mélange des deux? Qu'est-ce qui serait mieux pour vous? Moi, un des deux, ça me dérange pas, mais c'est sûr que j'aimerais encore avoir des soins en présentiel parce que je pense qu'il n'y a rien comme le contact humain dans la vie, mais les deux pourraient se combiner. Parfait, merci. Est-ce que, Camille, vous avez envie de compléter? Oui, ben c'est un petit peu la même chose. Là. Je pense qu'au niveau virtuel, il y a des choses qui peuvent être très bien adaptées là, pour répondre rapidement à certains besoins. Par contre, c'est vrai que le côté, comme je le disais dans ma présentation, le côté présentiel, c'est un côté humain qu'on peut pas négliger. Mm-hmm. Mm-hmm. Tout à fait. Je regarde une dernière petite question avant de passer à la conclusion du webinaire, à moins que vous vouliez compléter, Dr Dubuc, sur cette question. Sinon, peut-être ça va. Sinon, je vais peut-être vous adresser une dernière question. Je fais le tri des questions. Je suis désolée, ils sont toutes arrivées en lot. Donc, une dernière petite question, Dr Dubuc. En termes de confidentialité et de respect de la vie privée pour le patient, vous l'avez abordé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais voir comment vous vous assurez globalement que ces aspects-là soient bien respectés dans le cadre des soins virtuels. Ben, en fait, la première chose, c'est que le patient donne son consentement à la rencontre virtuelle. Donc, j'explique au patient que la rencontre par téléphone ou par télémédecine remplace une rencontre en présentiel et je m'assure là qu'il comprend bien là que, exemple, on a un temps défini pour se parler. Je lui dis, exemple, la rencontre va durer une quinzaine de minutes, on va discuter de vos problèmes de santé. Puis, j'essaie de voir, de définir un peu, sans lui faire un questionnaire, un interrogatoire, j'essaie de voir dans quel environnement il est. Donc, êtes-vous à la maison en ce moment? Êtes-vous seul? S'il y a un aidant à côté, êtes-vous à l'aise de parler en présence de telle personne? Ou parfois, permettez-vous que j'adresse certaines questions à la personne qui est proche de vous?
Et je dirais que dans la grande majorité des cas, ça se passe bien. De mon côté aussi, là, on s'assure que on fait ça dans des bureaux privés. En fait, on fait les téléconsultations dans les mêmes bureaux qu'on ferait les bureaux de clinique en présentiel. On ne fait pas ça dans la voiture ou à la maison. Ceci dit, on a le droit de faire des téléconsultations de la maison, puis il m'est arrivé d'en faire lors de périodes d'isolement ou de confinement, par exemple. Mais à ce moment-là, mes proches sont avisés que la porte est fermée, je suis au travail et que personne ne peut rentrer. Puis je m'assure d'être dans un endroit où le son passe pas à travers les portes, là, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a un petit défi de plus de confidentialité, mais c'est pas très différent de quand le patient, exemple, vient avec son fils ou sa fille. À ce moment-là, c'est un consentement implicite qui va discuter devant son fils et sa fille, mais on pose un peu les mêmes questions. Êtes-vous d'accord que je pose des questions à votre fils, à votre fille? Êtes-vous à l'aise de discuter de ça avec eux? Parfait, parfait. Merci, merci beaucoup, Dr. Dupuc. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Juste avant de terminer, on voulait vous présenter nos ressources qu'on a. Donc, la magie de la communauté, nos communautés Facebook qui vont apparaître à l'instant dans la diapositive. Donc, Cœur et AVC offre aux survivants d'un AVC et aux personnes qui vivent avec une maladie du cœur, ainsi qu'à leurs aidants, 2 communautés Facebook qui sont distinctes. Elles sont sûres, inclusives et respectueuses. Les survivants et les aidants obtiennent du soutien social et émotionnel. On a également, vous voyez à droite, l'infolettre mensuelle de la communauté branchée, qui est un bulletin électronique gratuit bilingue qui présente les différentes opportunités de participer à des projets de recherche, des initiatives aussi pour la défense de vos intérêts en matière de santé, de l'information sur des nouvelles ressources, etc. Donc, merci à nos conférencières. On arrive à la fin du webinaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions des gens. On a eu une belle période de questions enrichissantes, d'avoir présenté aussi l'évolution des soins virtuels dans le continuum des soins de l'AVC. Cœur et AVC, donc la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, remercie Pfizer Canada pour leur subvention éducative en vue de ce webinaire. Cette reconnaissance ne constitue pas une recommandation. J'aimerais terminer en vous mentionnant de vous assurer encore une fois que vous êtes bel et bien inscrit à la plateforme GoToWebinar, comme on l'a mentionné, pour recevoir le questionnaire d'évaluation qui va vous donner accès. Et il y avait une question dans le chat pour avoir accès aux présentations. Donc, de cette façon-ci, vous allez avoir le lien de l'enregistrement du webinaire. Vous allez pouvoir aussi avoir votre certificat, donc revoir le tout. Finalement, donc, restez à l'affût de nos prochains webinaires qui sont tenus très régulièrement. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci à vous.